Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse de l'UPR de cette semaine, du 8 au 15 octobre 2018. À la une cette semaine, mort de Louis Fouquet, dernier des marins libres de l'île de Sein. En juin 1940, Louis Fouquet avait 14 ans. Il était le plus jeune des 128 Sénans à avoir quitté l'île bretonne pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. La plupart d'entre eux combattront pendant la guerre dans les forces navales françaises libres. Photo ancienne représentant Louis Fouquet à droite, aux côtés de François Tanguy et Noël Menu, deux autres Sénans ayant également rejoint Londres. Avec la mort de Louis Fouquet à 92 ans, tous les pêcheurs de l'île de Sein qui avaient rallié de Gaulle en 1940 sont aujourd'hui décédés. Source Le Figaro, 11 octobre. Un bel exemple d'héroïsme exemplaire et discret, aux antipodes du fameux esprit d'abandon qui a précipité la chute de la France en 1940. Être héroïque aujourd'hui, c'est déjà commencer par s'indigner, pour reprendre le verbe cher à Stéphane Hessel. S'indigner, c'est-à-dire refuser ce modèle nauséabond de société individualiste vers lequel on tend, qui ne correspond en rien aux valeurs chères aux Français, ni à l'héritage du Conseil national de la Résistance. S'indigner et se renseigner sur qui tire les ficelles dans la politique d'aujourd'hui pour mieux comprendre quels sont les meilleurs leviers pour résister. France, copinage. Le mari médecin de la ministre Buzyn, recasé comme conseiller juridique du gouvernement. Le médecin Yves Lévy, époux de la ministre Agnès Buzyn, a été nommé conseiller d'État extraordinaire. Ce mardi 10 octobre, il y touchera entre 1 500 et 6 000 euros tous les mois pendant 5 ans, bien qu'il n'ait jamais pratiqué le droit public. Source Marianne, 10 octobre. Le Conseil d'État est une institution qui a pour fonction de conseiller le gouvernement, notamment en ce qui concerne les projets de loi, et de juger les questions de droit administratif. Une double compétence qu'Yves Lévy ne possède pas. Sa nomination ne se justifie donc en rien au regard des critères républicains. Un rapport accable l'ex-patronne du CNRS. L'Express révèle que le commissariat à l'énergie atomique a commandé un rapport évaluant les travaux d'Anne Peyroche qui a conclu à des fraudes scientifiques. Source L'Express, 8 octobre. La recherche scientifique est une activité sans but lucratif ni politique. Que Madame Peyroche ait commis des erreurs et puisse en répondre est parfaitement normal. Qu'elle ait bénéficié d'amitié politique pour échapper au débat scientifique est inadmissible. Qu'elle ait pu diriger, en raison de ces mêmes amitiés politiques, un grand organisme scientifique national est une aberrance. L'étrange visite d'Alexandre Benalla au Chinese Business Club. Alexandre Benalla vient de créer son entreprise de sécurité internationale. À ce titre, il est invité ce lundi par le réseau très sélect du Chinese Business Club à Paris. Source Challenge, 8 octobre. Qui est vraiment cet Alexandre Benalla? Cet homme dont un sénateur a même dit qu'Emmanuel Macron paraissait être son garde du corps. Quels sont ces réseaux qui lui permettent de continuer à jouir de multiples entrées, alors même qu'il a été l'objet d'une enquête parlementaire pour de nombreux griefs? Alexandre Benalla, le 8 octobre 2018, au cours d'un déjeuner au Chinese Business Club à Paris. France, austérité, c'est pour Lucie. Je me disais bien. Pas la peine de faire comme si d'exister, s'il te plaît. T'arrêtes.
êtes là. Coucou. On voit pas à peine. Bonjour tout le monde. France, austérité. Le bureau de poste de Marcadieu, à Tarbes, risque-t-il de fermer? Rénové il y a 2 ou 3 ans, le bureau de poste de Marcadieu alimente les conversations un peu plus chaque année, notamment du côté des usagers et en premier lieu des commerçants. Source La Dépêche, 7 octobre. Si votre poste ferme, si vous recevez votre courrier de façon moins régulière, si votre train passe moins souvent, voire s'il ne passe plus du tout et vous oblige à prendre le car, si vous payez plus cher votre ticket d'autoroute, etc., c'est à cause des traités européens qui organisent, au nom du principe de la concurrence, le démantèlement de tous les services publics, article 106 du TFUE. Et je peux confirmer que nous avons eu droit à un retour de courrier à l'envoyeur parce que monsieur le facteur ne trouvait pas notre nom sur la boîte aux lettres. Avec mettant sur l'enveloppe, n'habitez pas cette adresse. Merci le facteur. Je vous aime à la poste. Les 120 médecins de l'hôpital de Saint-Brieuc démissionnent en même temps. Les revendications ont trait à l'organisation de l'hôpital et à la construction prochaine d'un centre ambulatoire dont le coût s'élève à 25 millions d'euros. Source Le Parisien, 12 octobre. On sait que les soignants avaient grand besoin de repos et de soins. On sait désormais qu'ils ont besoin d'un emploi, ce qui se fait rare en ces temps d'austérité imposés par les gopés. Qu'on se rassure sur leur sort. Il leur suffira de traverser la rue pour trouver à nouveau du travail. Ben voyons, tu vas aller traverser la rue pour trouver du travail. Peut-être en maison de retraite dans le privé. Et encore, je doute fort qu'ils embauchent en ce moment. Forêt domaniale à vendre. L'annonce qui met le feu à l'ONF. L'information est sortie dans le magazine Challenge il y a quelques jours. Pour réduire son déficit, l'Office national des forêts pourrait privatiser une partie de la forêt domaniale, patiemment constituée depuis 8 siècles par les rois de France, puis par la République. Source France 3, 13 octobre. Puisque la France n'a plus d'argent, elle n'a qu'à vendre des actifs, ses forêts, mais aussi ses autoroutes, ses ports, ses aéroports. Faut-il faire comme la Grèce et vendre le pays à la découpe? Les forêts représentent un patrimoine inestimable et d'une importance cruciale à l'heure de la transition écologique. Maternité du Blanc, Indre, 69 élus, le bras en écharpe. Châteauroux, 69 élus, maires et adjoints, ont remis leur démission hier à la préfecture pour dénoncer la fermeture de la maternité du Blanc. Source La Nouvelle République, 12 octobre. L'austérité budgétaire entre en conflit frontal avec la logique de développement durable des territoires, qui est pourtant la vocation des services publics. Les élus de l'Indre doivent comprendre l'origine du mal, qui dépasse très largement le gouvernement actuel et découle des traités européens. Eh oui! France, mensonge d'État. C'est encore pour celle-là qui est derrière, hein? Parce que les mensonges, elle est championne. Disons toi. France, mensonge d'État. Taxe d'habitation, les maires de France lancent un appel solennel à Macron. L'Association des maires de France a publié, vendredi après-midi, un communiqué au vitriol contre le gouvernement. L'association, représentant une partie des 36 000 communes de France, en appelle au chef de l'État pour mettre fin à une campagne de dénigrement. Source Le Figaro, 11 octobre. Les maires vont-ils se rendre compte que Macron n'est que l'exécutant d'une feuille de route européenne qui consiste à baisser drastiquement les dotations des communes? François Asselineau les avait pourtant prévenus lors de son intervention au Congrès des maires de France en 2017. Et il n'est pas trop tard pour rejoindre l'UPR et défendre tous ensemble nos 36 000 communes héritées de notre histoire. André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France. 10 000 maires en colère menacent de bloquer les résultats des élections européennes. Au micro d'Europe 1, Yvan Lubraneski, le président des maires ruraux de l'Essonne, a promis ce jeudi 11 octobre que cette action coup de poing contre l'État ne nuira pas aux citoyens. Source Orange, 11 octobre.
La colère des maires est plus que légitime, mais bloquer les élections est-il la meilleure réponse à Macron, alors qu'elles sont justement là pour permettre d'avoir une échappatoire démocratique à un régime qui devient de plus en plus dictatorial? Réforme des retraites vers un malus pour ceux qui partent dès 62 ans. Mercredi 10 octobre, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, rencontre l'ensemble des syndicats. D'après les Échos, l'un des changements évoqués serait la création d'une deuxième borne d'âge avant laquelle la pension pourrait subir une décote. Cette limite serait fixée à 63 ans. Source Capitale 8 octobre. Cette énième réforme des retraites est encore et toujours exigée par les GOPÉ. Et oui, et en plus on nous prend pour des cons. France, fausse promesse. L'État veut confier les services publics à des agences indépendantes. Selon le communiqué du syndicat Solidaire Jeunesse et Sport, c'est 50% des effectifs du ministère des Sports qui s'apprêtent à être privatisés. À ce train-là, le ministère sera vite transformé en agence, à la façon anglo-saxonne, et des milliers d'emplois, aussi bien dans les fédérations que dans les clubs amateurs, seront menacés. Source, le média Presse, 10 octobre. Toujours la même ancienne. Moins d'État, mais prétendument mieux. En réalité, la France est à vendre, sauf si nous sortons de cette organisation aux mains des lobbies financiers qui s'appellent Union européenne. Aéroport de Paris, l'État ne veut pas d'une prise de contrôle étrangère. Les députés ont donné leur feu vert à la privatisation du gestionnaire des aéroports parisiens. Le PDG du groupe, Augustin de Romanet, a confirmé ce lundi que le processus de privatisation pourrait se dérouler vers la fin du premier semestre, avec un bouclage à la fin de 2019. Source Les Échos, 7 octobre. Le meilleur moyen d'éviter une prise de contrôle étrangère n'est-il pas encore de ne pas privatiser tous ces aéroports? En jurant que le contrôle en restera français, le gouvernement se moque du monde et prend les citoyens pour des imbéciles. En effet, le gouvernement n'a pas les moyens de tenir cet engagement puisque l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, interdit tout contrôle des mouvements de capitaux. Et je rajoute qu'il y a aussi un article du TFUE qui interdit de faire n'importe quelle forme de discrimination entre les entreprises ou les citoyens d'un État membre de l'Union européenne. Donc, de toute façon, si une entreprise italienne ou une entreprise allemande voudrait acheter les aéroports de Paris, l'État n'aurait absolument pas les moyens de pouvoir l'en empêcher. Et je rajoute un petit post-scriptum, c'est qu'en plus, pour la blague, il faut aussi se rappeler qu'il y a quelques mois de ça, il y a quelques semaines de ça, il y a le nouveau PDG d'Air France est un Canadien d'origine asiatique. Lol. Manifestation. Ce gouvernement détricote nos droits. Environ 20 000 personnes ont manifesté à Paris contre la politique sociale d'Emmanuel Macron, à l'appel de France ouvrière, non, de France insoumise, non, je me trompe, bon, à l'appel de FO et de la CGT notamment. Source, Le Monde, 9 octobre. La mobilisation syndicale est légitime, mais ne se trompe-t-elle pas de cible? En effet, les syndicats pointent du doigt le gouvernement. Monsieur, quand le doigt montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Mais comme d'habitude, refusent toujours d'expliquer à leurs troupes l'existence des grandes orientations de politiques économiques, GOPÉ. Pourtant, les GOPÉ sont les ordres venus de Bruxelles, auxquels obéissent servilement le gouvernement. Et ça rime. Car il n'a pas le choix de faire autrement, ça rime, en vertu des traités européens, ça rime pas. Pour les syndicats, prendre en compte la réalité des contraintes européennes ne permettrait-il pas, pourtant,
de mettre un coup d'arrêt à la désaffection des citoyens pour les combats sociaux qu'ils mènent. Union européenne des illusions. C'est pour celle de là-bas. Union européenne des illusions. Élection en Bavière, l'AfD entre au Parlement. Revers historique des alliés conservateurs de Merkel. Sévère désillusion pour le Parti conservateur bavarois, CSU, allié incontournable d'Angela Merkel, qui a subi un camouflet lors des élections régionales. Il perd sa majorité absolue face à l'essor des Verts et du parti anti-immigration AfD, réalisant son pire score depuis 1950. Source RT, 14 octobre. Angela Merkel est sur un siège éjectable, car sa majorité devient bien fragile. Le peuple allemand demande des comptes, notamment au sujet de l'immigration. Le financement du cinéma français désavoué par la justice européenne. Ah! Alors celle-là, je m'y attendais pas. La Cour de justice de l'Union européenne juge que le système de financement du Centre national du cinéma n'a pas respecté le droit européen durant des années. Oh, j'hallucine. Source BFM TV, 11 octobre. Ah, désolé, mais là, franchement. L'exception culturelle est un principe qui avait été conquis de haute lutte par la France lors des diverses négociations commerciales internationales, notamment à l'Organisation mondiale du commerce. Elle précise que les États sont souverains et peuvent limiter le libre-échange pour promouvoir leur création et leur imaginaire, mais les contraintes de la construction européenne ne souffrent pas d'exception. Ah, j'y crois pas, les enfoirés. Le cinéma français, l'un des plus divers au monde. LOL, Astérix, La Demoiselle d'honneur, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le Parfum, Les Témoins, Entre les murs, les choristes, 15 ans et demi, Le Petit Nicolas, La Graine et le Mulet, Un long dimanche de fiançailles, Camille Claudel, Bellamy, La Môme, Bienvenue chez les Ch'tis, Le Dernier Vol, Les Tricheurs, L'Auberge espagnole ou encore Les Bronzés. Bon, il y a quand même quelques daubes dans le genre Alain 2 ou Aladdin, les aventures d'Aladin. Hein, bon, bref. Ok, on fait quoi là? Tu me fais confiance? Bien sûr que non. Ça marche. Aladdin! Aladdin! Le ministère grec de la Défense veut accueillir davantage de bases militaires américaines sur son sol. Le ministère grec de la Défense, Panos Kamenos, a proposé aux États-Unis d'augmenter leur coopération de sécurité bilatérale avec la Grèce, en établissant 3 bases militaires permanentes dans la péninsule hellénique. Il est très important pour la Grèce que les États-Unis déploient des unités militaires en Grèce d'une façon permanente, non seulement à Souda-Bay, mais aussi à Larissa, à Volos et à Alexandroupolis, a-t-il déclaré au Pentagone au secrétaire de la Défense Jim Mattis. Source EU Observer, 11 octobre, en anglais. On savait que Tsipras avait joué la comédie en prétendant se rebeller contre l'Union européenne et l'euro avant de se plier aux exigences draconiennes de la Commission et du Conseil. La baisse drastique du budget grec de la défense le contraint désormais à faire appel à l'OTAN. La boucle est bouclée. Eh oui. Union européenne dérive. Habillage de bilan. Les autorités financières pointent du doigt les banques européennes. Le comité de Bâle prend position contre les techniques permettant aux banques européennes de réduire artificiellement leur bilan, des pratiques légales et que le secteur assume dans un contexte de concurrence accrue. Source Les Échos, 5 octobre. Depuis la crise financière de 2007, même si rien n'a vraiment changé dans le fonctionnement structurel de l'économie néolibérale et financiarisée, un certain nombre de bonnes pratiques avaient été mises en place pour éviter que les banques ne spéculent outre mesure sur leurs fonds propres. En maquillant leur bilan, les établissements européens montrent que même ces petits verrous de sécurité ont sauté. Le meurtre de Victoria Marinova révèle la face sombre de la Bulgarie. Genre, il y avait une face lumineuse. Le meurtre de la jeune journaliste, dont le mobile reste pour l'instant inconnu,
a eu pour effet de braquer la lumière sur la corruption et les fraudes dans l'utilisation des fonds structurels européens dans le pays. Source Le Temps, 9 octobre. L'Europe, c'est la paix, comme l'avait déjà ironiquement souligné François Asselineau dans une conférence. Notre conférence de ce soir, c'est l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la paix. Souvent, vous l'avez entendu, vous en avez souvent entendu parler, en pensant à la paix PAIX. Parce que c'est ce que l'on explique au peuple français, qu'en réalité, l'Europe unie est gage de paix. Vous voyez, ça c'est une affiche qu'il y avait à la fin des années 40, début des années 50, où l'on voyait l'Europe avec une protection avec des drapeaux européens, puis vous voyez une espèce de nuée qui pleut, et si vous regardez bien dans cette affiche, il y a des petites faucilles et des marteaux rouges qui s'apprêtent à tomber. Donc vous voyez, l'orage est au-dessus du pacte de Varsovie, et donc l'Europe unie est un gage de paix. On voit donc bien que la construction européenne a vocation, en effet, à s'opposer au pacte de Varsovie dès l'origine. Et puis, vous voyez ici, par exemple, un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, Robert Schuman, homme d'État, citoyen du ciel. Ça fait partie de ces présentations que l'on fait d'un Robert Schuman qui aurait été une espèce d'ange. Vous savez d'ailleurs que Robert Schuman fait actuellement l'objet d'un procès en canonisation à Rome, au Vatican, et donc nous avons affaire à une présentation, j'allais dire, de nature sulpicienne, de nature à l'eau de rose, sur la construction européenne. Et cette conférence a un titre que j'ai voulu malicieux, qui est « L'Europe c'est la paix, mais cette fois-ci avec un E, c'est-à-dire la paye, la rémunération ». En voici la conséquence désastreuse pour les institutions des nouveaux entrants, aux structures étatiques peut-être moins solides, l'extension du domaine de la corruption et le développement de pratiques mafieuses jusqu'à la pratique de l'omerta médiatique. C'est d'ailleurs le thème de la nouvelle conférence Eurocorruption de François Asselineau. Hommage à la journaliste assassinée Victoria Marinova dans sa ville de Rousse, en Bulgarie, le 9 octobre 2018. Des parlementaires proposent 1 milliard d'euros à des ONG pour défendre les valeurs européennes. Les parlementaires définissant la position du Parlement européen concernant le soutien aux ONG ont proposé un programme d'1 milliard d'euros pour promouvoir les valeurs démocratiques et la société civile. La somme fait partie du budget de long terme de l'Union européenne, qui doit commencer en 2021, et qui fait actuellement l'objet d'une discussion entre les États membres et le Parlement. Source EU Observer, 10 octobre, en anglais. L'impudeur des européistes atteint ici son comble. Au lieu de dépenser des centaines de millions d'euros pour promouvoir des valeurs européennes qu'ils bafouent à longueur de traités, les européistes feraient bien de respecter la volonté des peuples, exprimée dans les référendums, et de réserver cet argent à la réfection des routes qui menacent ruine dans les États membres, à commencer les routes nationales de France. Budget italien. Bruxelles se prépare à la confrontation avec Rome. La Commission pourrait retoquer le budget présenté par les autorités de la péninsule. Une première qui déclencherait une crise politique. Source Le Monde, 13 octobre. Le gouvernement italien bluffe-t-il ou va-t-il céder aux exigences de la Commission? Ou bien gagne-t-il du temps pour changer les règles du jeu budgétaire? Mais le pourra-t-il vraiment? En effet, il faudrait arriver à renverser au niveau européen, en renégociant avec les 27 États membres, le TSCG, qui a mis en place le contrôle des budgets des États membres. Plus simplement, l'Italie pourrait sortir de l'Union européenne, mais elle n'en a pas la légitimité, car la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles n'ont pas proposé aux électeurs un italique, avant les élections qui ont porté ces deux partis au pouvoir. Et je rappelle que ce contrôle des budgets par la Commission européenne, qui est non élue, est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit, dans son article 14,
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Et puisque la Commission européenne est nommée et non pas élue, elle n'est pas une représentante des citoyens français, à aucun niveau et à aucun moyen, et d'aucune sorte. Monde francophonie, c'est pour Lucie. En plus ça rime. Monde francophonie. À Erevan, Macron plaide pour une francophonie de reconquête. Au sommet de l'OIF, le président français a affirmé vouloir faire de la jeunesse, notamment africaine, la priorité de l'institution. Source Le Monde, 11 octobre. Pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est EdTech, c'est la langue, la francophonie entière. Il y a très peu de langues qui ont cette portée disruptée. En termes de privacy, de commodity, les plus bullish au monde, scale up, comme on dit en bon français. Vous voulez que je réponde en français? Pardon, d'accord, ok. Les francophones sont passés de 274 millions de locuteurs en 2014 à 300 millions aujourd'hui. Parlé sur les 5 continents, le français devient ainsi la 5e langue la plus parlée au monde derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, et la 4e langue utilisée sur Internet. Elle pourrait atteindre 750 millions de locuteurs en 2050. Encore faudrait-il donner à cette langue les institutions qu'elle mérite, et commencer par montrer l'exemple en évitant de s'exprimer en globish. Ah bah oui, hein. Puis alors, vu le niveau de français qui baisse de plus en plus en France, c'est pas gagné. Macron s'est réjoui de la nomination de la Rwandaise Mushikiwabo à la francophonie. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a été nommée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie face à la sortante Michaëlle Jean, canadienne. Et cela malgré les critiques qui pointent du doigt le peu de cas que le Rwanda ferait de la défense des droits fondamentaux et du français. Source Le Figaro, 12 octobre. La direction de la francophonie revient ainsi à un dirigeant africain et à une femme. Et le choix de Madame Mushikiwabo pourrait en outre contribuer à apaiser la brouille entre la France et le Rwanda. Mais n'y avait-il pas d'autres options possibles, plutôt qu'un pays qui s'est tourné vers l'anglophonie il y a 10 ans? Cherche-t-on à développer la langue française ou bien à poursuivre des objectifs diplomatiques cachés? Ah, bah voilà. Il me semblait bien qu'il y avait anguille sous roche. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a été couronnée par la francophonie ce vendredi face à la sortante Michaëlle Jean, canadienne. Monde en dehors de la francophonie. Google va fermer Google+, à la suite de la découverte d'une gigantesque faille de sécurité. Une erreur inscrite dans le code du réseau social est restée en ligne pendant 3 ans avant d'être révélée en mars. Le service va fermer pour le grand public. Source Le Monde, 8 octobre. Combien de failles des services de géants du net faudra-t-il pour qu'on se rende compte de l'importance de la protection de nos données? Pendant des années, ces faux amis nous ont séduits par leur gratuité, mais ils vendent nos données et ne nous donnent aucune garantie de sécurité. Il est temps de restaurer notre souveraineté numérique. Au Brésil, les partisans de Bolsonaro déclenchent des violences contre les minorités. À l'issue du premier tour, le candidat d'extrême droite a créé la surprise en remportant 46% des suffrages, contre 29% pour son rival, Fernando Haddad, de gauche. Depuis, des discours haineux et antidémocratiques ont commencé à proliférer dans tout le pays. Une cinquantaine d'attaques de partisans du candidat d'extrême droite ont déjà été répertoriées contre des homosexuels, des noirs, des femmes et même des militants de gauche. Source Le Soir, 12 octobre. Il est difficile de cerner la personnalité exacte de Bolsonaro, qui a affirmé un peu tout et son contraire au cours des années récentes. En 1999, alors qu'il était membre du Parti progressiste, un parti de droite conservateur, v'là la novlangue, il déclare dans le journal Estadão de São Paulo qu'Hugo Chavez est un espoir pour l'Amérique latine,
et qu'il espère que sa philosophie arrivera au Brésil. Interrogé sur le soutien de la gauche vénézuélienne à Chavez, il répond « Je ne suis pas anticommuniste, et lui non plus. En fait, il n'y a rien de plus proche du communisme que le milieu militaire. » Mais il s'oppose par la suite à Chavez, qu'il qualifie de dictateur, au même titre qu'Evo Morales, de l'Équateur, et de Fidel Castro, du Cuba, ça vous savez. En 2013, il affirme qu'il est très fièrement homophobe. Moi aussi. Mais lors de la campagne présidentielle de 2018, il se défend cependant de toute homophobie. Moi aussi. Et affirme vouloir gouverner pour tous, y compris pour les gays. Moi aussi. Aux dernières nouvelles, il se déclare un ardent partisan de Donald Trump pour un retour à un certain protectionnisme et pour le retrait du Brésil de l'accord de Paris sur le climat. Favorable à la suppression du ministère de l'Environnement, à la construction d'une autoroute traversant la forêt amazonienne, il veut priver les communautés indigènes, amérindiennes, de leurs droits actuels afin d'ouvrir leur territoire aux entreprises minières, veut assouplir les lois relatives à la protection de l'environnement et expulser les ONG écologistes. En bref, il s'agit surtout d'un bon gros opportuniste des familles, situé très à droite, volontiers provocateur, mais soucieux avant tout de favoriser les grandes entreprises et les relations avec les États-Unis d'Amérique. Son éventuelle élection risque d'affaiblir durablement les institutions démocratiques brésiliennes. Jair Bolsonaro, le 7 octobre 2018 à Rio. Et j'ajoute que visiblement, j'avais vu à la télévision qu'il était fan de la dictature militaire des années 80. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo là-dessus qui montre qu'en fait c'est les États-Unis qui ont largement aidé ce coup d'État des généraux. Et je vous la mets en description. Sanctions contre la Corée du Nord, Séoul exprime un avis différent de Trump qui tape du poing sur la table. Alors que la Corée du Sud cherche à adoucir les sanctions contre Pyongyang, elle s'éloigne de la ligne dure défendue par Tokyo et Washington et se rapproche de la politique défendue par la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Source Asia Times, 11 octobre en anglais. Séoul cherche à engranger les bénéfices des négociations sur la Corée du Nord, après avoir laissé Donald Trump sur le devant de la scène. Une politique habile, mais qui a ses limites, alors que Washington n'entend pas perdre le contrôle des négociations. François Asselineau, au Japon. François Asselineau au Japon. 2 articles dans le grand quotidien japonais Sankei Shimbun. Le président de l'UPR a été très chaleureusement reçu à Tokyo le 9 octobre 2018 par le responsable des pages internationales et celui des pages économiques au siège du grand quotidien généraliste japonais Sankei Shimbun, journal de l'industrie et de l'économie, classé parmi les journaux conservateurs. Source UPR, 10 octobre. Logo du Sankei Shimbun, littéralement journal de l'industrie et de l'économie. François Asselineau, reçu au siège de Sankei Shimbun, entouré par M. Takeshi Yamamoto, rédacteur en chef de la division Affaires, à droite, et M. Kazuyuki Sakamoto, journaliste du département des Affaires internationales, à gauche. François Asselineau a été reçu au Parlement de Tokyo par le jeune et médiatique sénateur Taro Yamamoto. François Asselineau lui a remis le rameau d'olivier, symbole de l'UPR, à l'issue d'une rencontre très chaleureuse. L'entretien a duré 1h30 et les 2 responsables ont constaté une large convergence de vues sur de nombreux problèmes économiques, sociaux et géopolitiques du monde contemporain. Taro Yamamoto est connu pour ses prises de position hostiles au néolibéralisme et à la mondialisation et est l'un des très rares parlementaires japonais à dénoncer le statut de domination coloniale que les États-Unis imposent au Japon depuis plus de 70 ans. Source UPR, 14 octobre. Amphithéâtre quasi-comble à l'université de Kyoto. Avec un public enthousiaste pour écouter François Asselineau sur la mondialisation et la fin inéluctable de l'UE,
Le public était majoritairement composé d'étudiants et de professeurs japonais, mais comprenait aussi des sympathisants de l'association créée par le professeur Fuji pour critiquer la politique déflationniste suivie au Japon depuis des années. La rencontre a montré qu'on peut rejeter la mondialisation et le néolibéralisme sans pour autant verser dans la xénophobie et l'isolement, mais en développant au contraire des relations d'amitié, de respect mutuel et de coopération entre États souverains. Source UPR, 14 octobre. Il y a des gens qui trouvent de l'intérêt dans la situation actuelle de l'Europe, puisque les traités européens imposent une politique ultralibérale, imposent par exemple la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Ça permet donc aux détenteurs des plus grandes fortunes, aux industriels, d'aller délocaliser leur entreprise, par exemple dans les pays de l'Est, en Slovaquie, en Roumanie, en Bulgarie, ou même au Bangladesh, en Inde, au Vietnam, etc. Or ça, c'est inscrit dans les traités européens qui ne sont pas seulement une alliance, qui fixe une politique économique ultralibérale, qui fixe également la destruction des services publics, la privatisation généralisée. Et s'il y a des points communs entre le Japon et la France, c'est aussi pour une autre raison. C'est que le Japon, comme la France, appartiennent à une autre structure qui s'appelle l'OCDE, l'Organisation pour la coopération économique. Or, l'OCDE, elle regroupe en réalité l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l'Europe, le Japon, la Corée. Et il y a donc dans cette organisation les mêmes forces qui sont à l'appui et qui poussent à une politique qui est celle que l'on trouve au Japon comme en France. Alors il y a des différences entre la France et le Japon, notamment nous n'avons pas la monnaie nationale, ou plus exactement notre monnaie nationale est liée forcément aux autres et ça mène à une catastrophe, mais on a aussi des points communs, puisque nous aussi on a une politique de récession depuis maintenant des années et qui mène en fait au désastre. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse. Si je te perturbe, je m'en vais. Non, si tu pouvais te taire, ça m'arrangerait. C'est pour Lucie. Mais je vais faire quelques enregistrements quand même parce que... Logo du Sankei Shimbun, littéralement, journal de l'industrie et de l'économie. François Asselineau, reçu au siège de Sankei Shimbun, entouré par monsieur Takeshi Yamamoto, rédacteur en chef de la division Affaires, à droite, et monsieur Kazuyuki Sakamoto, journaliste du département des Affaires internationales, à gauche. Parce que je suis sûr qu'elle va bugger sur les noms, mais alors quelque chose de terrible, et que je serai obligé de reprendre tout. Alors, dis, qu'est-ce que tu viens de galérer sur les noms brésiliens, là, hein? Non, tu sais pourquoi? C'est parce que je voulais toujours dire Borsellino. Oui, Borsellino. Comme le chapeau, tu sais. Mais moi, ça marche, c'était pas ça. Bon, bah voilà. Logo du Sankei Shimbun. Je vais y arriver. Logo du Sankei Shimbun. Littéralement, le journal de l'industrie et de l'économie. François Asselineau, reçu au siège de Sankei Shimbun, entouré par monsieur Takeshi Yamamoto, rédacteur en chef de la division Affaires à droite, et Kazuyuki, et monsieur Kazayuki Sakama, et monsieur Kazuyuki Sakamoto, journaliste au département des affaires internationales, à gauche. Je suis désolée, mais les noms, des fois, j'ai un peu de mal. C'est pas pour me moquer des noms étrangers, c'est vraiment parce que j'ai du mal avec. Bon, allez.
suis désolée, vraiment désolée. Mais je reviens 2 secondes. Je suis vraiment désolée, je reviens 2 secondes. Voilà, je suis désolée pour les petits bruits de fond, mais c'est à cause de lui en fait. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Bye. Ah, Michael, petit filou. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va. Bye. Faut vraiment pas trop bouger avec ce truc.